Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Loin des grèves françaises, le Forum économique mondial 2023 s'est ouvert hier dans la station de ski de Davos en Suisse. Alors de quoi va-t-on parler cette année dans cette enceinte informelle qui est un petit peu l'ONU du business? Bonjour Pascal Saint-Amand. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes aujourd'hui partenaire du cabinet Brunswick, mais vous avez aussi dirigé le Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Vous avez notamment mené les négociations, on s'en souvient, sur le projet d'impôt mondial minimum des grandes entreprises. Alors, Pascal Saint-Amand, c'est typiquement le genre de sujet dont d'habitude on parle à Davos, mais cette année, on sent une inquiétude particulière chez les organisateurs du forum qui ont choisi de réfléchir à la coopération dans un monde fragmenté. C'est l'intitulé de l'édition 2023. Qu'est-ce que vous décodez derrière ce titre, Coopération dans un monde fragmenté, Pascal Saint-Amand? Ce titre est un bel oxymore, c'est une belle opposition. Coopération et monde fragmenté, ça ne va pas ensemble. Et effectivement, ce que l'on constate depuis la tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est une fragmentation du monde. Depuis la crise de 2008, on se souvient de la grande crise financière de 2008, on a eu en fait une réaction des pays qui était une gouvernance mondiale avec le G20, les États-Unis, le G7, mais aussi la Chine, l'Inde et les grands pays émergents. Eh bien, cette coopération, cette gouvernance mondiale, elle s'effrite, elle se fragmente. La Russie s'est exclue d'elle-même et on voit bien les tensions avec la Chine et les menaces sur Taïwan avec un risque de fragmentation du monde. Et la question, c'est comment garde-t-on une forme de mondialisation, une forme de coopération dans ce monde géopolitique qui se fragmente, avec même des fragmentations au sein du bloc de l'Ouest. Les États-Unis ont passé une législation qu'on appelle la réduction de l'inflation, qui est une législation extrêmement agressive envers ses partenaires, parce qu'ils vont subventionner de façon absolument massive la transformation de leur économie vers une économie plus verte, mais qui risque de se faire au prix de la désindustrialisation de l'Europe. Donc on voit qu'on a des tensions dans tous les sens. Et oui, et toutes ces crises que vous venez de lister, Pascal Saint-Amand, certains les interprètent comme des signes de démondialisation. Alors, or, il se trouve que Davos, ce rendez-vous des puissants, s'est construit depuis les années 70 sur l'ouverture du monde. C'est exactement l'inverse qui est en train de se produire. Et alors, il y a cette question qui commence à fleurir ça et là, Pascal Saint-Amand. À quoi ça sert encore Davos aujourd'hui? Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Ça, c'est une bonne question. On pourrait se dire à quoi ça servait hier, parce que en réalité, pour organiser la gouvernance mondiale, il y a des réunions très officielles. Je parlais du G20, on pourrait parler du G7, où les chefs d'État et de gouvernement ou les ministres des Finances se retrouvent. Davos a réussi à créer une sorte d'événement un peu unique, où vous avez non seulement les dirigeants des pays, les dirigeants des organisations internationales, mais aussi les dirigeants des entreprises privées. Et qui payent très cher leur ticket d'accès, d'ailleurs. Les chefs d'entreprise, eux, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars, je crois, pour être à Davos. Je crois même qu'on monte à plusieurs centaines de milliers de dollars dans certains cas. Donc c'est extrêmement cher, c'est extrêmement élitiste. Et en ce sens-là, ça a été beaucoup critiqué. En même temps, ça permet aux dirigeants des plus grandes organisations mondiales de se retrouver, d'échanger et de sentir un peu ce qui se passe dans le monde. Donc voilà, est-ce que c'est totalement utile? Non. Est-ce qu'on peut s'en passer? Oui. Est-ce que c'est néfaste? Non. Oui, mais c'est vrai que c'est un lieu de diplomatie un petit peu informel. Alors cette année d'ailleurs, on voit que beaucoup de dirigeants de grandes puissances ont décidé de faire l'impasse. Joe Biden ne sera pas là, Xi Jinping non plus. Bon, Vladimir Poutine, de fait, il a été exclu par les organisateurs du G7. Emmanuel Macron, lui, sera en Espagne. Il y a Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui sera là. En revanche, et ça c'est noté par la presse économique, va y avoir beaucoup plus cette année de ministres des Finances, du Commerce, des banquiers centraux qui vont se retrouver à Davos. Toujours dans cet esprit de coordination dont vous nous parliez, Pascal Saint-Amand? Oui, absolument. Et on est face aujourd'hui encore à des défis économiques. On a l'inflation dont on ne sait pas trop si elle va être durable ou si elle est passagère. La dynamique d'ailleurs n'est pas la même aux États-Unis et en Europe. Mais on a surtout des tensions commerciales. Et les tensions commerciales sont celles qui peuvent provoquer des crises économiques et pas seulement économiques. Il faut revenir aux années 20 et aux années 30, suite à la grande crise financière de 1929, les pays se sont tournés vers le protectionnisme et ça a conduit à des désastres, et des désastres y compris en termes de guerre. Et donc là, il est
extrêmement important d'essayer de désamorcer les tensions commerciales en cours qui ne résultent pas que du comportement de la Chine ou d'autres qui pourraient être considérés comme subventionnant trop massivement leurs propres entreprises, mais des États-Unis qui viennent de mettre des milliers de milliards de dollars sur la table pour subventionner la transformation des économies d'une façon un peu agressive envers l'Ouest. Donc la présence des ministres des Finances ou des ministres du Commerce est effectivement importante pour qu'il dialogue. Pascal Saint-Amand, Davos, c'est aussi une détestation. Il y a un mythe Davos, une espèce de légende noire. On dit que Davos, c'est le club où les puissants se réunissent pour décider du sort de la planète. Il y a beaucoup de fantasmes aussi autour du dernier livre de Klaus Schwab, le fondateur de Davos, intitulé The Great Reset. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette légende noire de Davos ? Qu'elle appartient à ce courant un peu complotiste qu'on trouve, hélas, de plus en plus souvent. Je disais récemment qu'il y a plus d'un quart des jeunes qui doutent de la science. Ça va ensemble. Quand on commence à douter des fondamentaux, on peut effectivement fantasmer ce que l'on veut. Donc non, Davos, c'est pas une sorte de trou noir où se retrouveraient des dirigeants complotistes qui décideraient de l'avenir du monde. Il se trouve que les dirigeants du monde s'y retrouvent, mais ils prennent pas de décision. Ils échangent, ils prennent l'air du temps. Et donc, je crois que cette légende noire, elle ne fait que refléter une crise de confiance, une crise peut-être de la connaissance de l'ensemble de l'humanité. Je crois que c'est plus d'un tiers des Américains qui pensent que la Terre est plate. Donc, on va sur ce type de choses. C'est un peu inquiétant, mais ça reflète des angoisses profondes qui sont liées à la situation économique, au niveau des inégalités et aux tensions géopolitiques qui montent, dont on a parlé, et qui justifient en quelque sorte ce type de réunion. Merci Pascal Saint-Amand d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui partenaire du cabinet Brunswick. Tiens, pour l'anecdote, hier, 200 millionnaires ont lancé un appel. Taxez-nous plus en direction des États. Réponse de Bruno Le Maire. Mais venez en France, on saura vous taxer. Il est 7h20 sur Europe 1.